Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Aujourd'hui, on est avec Cédric. Salut. Cédric, ça va la pêche? La pêche. La banane. Et nous sommes avec Flavie également. Salut. Vous êtes Voilà, j'ai fait la chanson. Vous êtes... Ouais, je pense que tu peux la faire là, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment de l'auto-promo à fond. Auto-promo. Le but de la cellule, c'est d'encourager le travail des indépendants du jeu de rôle francophone. Vous le savez, je suis un indépendant francophone, donc j'utilise aussi notre podcast pour parler de mon jeu, Le Val. C'est de l'auto-promo. C'est complètement de l'auto-promo, il faut le dire. C'est complètement de l'auto-promo. Mais c'est pour un bon jeu, alors ça va. Bon. Ouais, c'est pas grave. Je te remercie, Fly. Alors donc, Le Val, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu qui vise à réenchanter le jeu de cartes traditionnel, le jeu de 54 cartes. Alors je sais qu'en Suisse on appelle ça le jeu de poker, donc je le dis parce que nous on appelle ça jeu de cartes traditionnel, mais en Suisse ils appellent ça le jeu de poker. Il s'agit d'un jeu de 54 cartes avec deux jokers, un joker noir et un joker rouge, qui vont prendre des significations différentes dans le jeu. L'objectif de ce jeu, c'est vraiment de affronter son adversaire dans un cadre qui s'appelle le Val. Chaque joueur joue une étoile. Chaque joueur commence avec 25 points de majesté. Et le but, c'est soit de descendre l'étoile rivale à 0, c'est-à-dire de l'éteindre, soit d'arriver jusqu'à 100 points de majesté soi-même, c'est-à-dire d'illuminer à tel point qu'on occulte la lueur de sa rivale. Et pour s'affronter, on va utiliser un paquet de 54 cartes qui va nous servir à jouer des arcanes. Ce sont des effets liés aux cartes, liés aux couleurs, liés aux ressources, ce qu'on appelle les ressources cardinales dans le jeu. On va pouvoir également engendrer des êtres sur son versant en leur octroyant certains types de ressources. Alors, dans le Val, il y a 4 ressources majeures que sont le cœur. Pic. Alors, le trèfle. commençons par le pic. Alors, Pic, pic. le pic, c'est la ressource de l'arme. Donc, comme son nom l'indique, ça vous pique. Voilà. C'est Voilà. avec ça qu'on tape. C'est les armes matérielles. Tant qu'il y a des cœurs qui battent sur les versants adverses, en gros tant qu'il y a de la vie sur les versants adverses, le pic ne peut pas directement attaquer la majesté rivale. Il faut attendre qu'il n'y ait plus de cœur. Donc le pic va vous pousser à tuer des gens si vous jouez cette ressource-là. Ça va vous obliger à arracher des cœurs et à les envoyer au milieu du Val, dans un lieu qui s'appelle la rivière de la mort, qui est le lieu où toutes les cartes mortes ou utilisées vont. C'est l'équivalent du cimetière Ouais. dans Magic, la défausse. Le pic, donc, la ressource des armes matérielles. Puis, le carreau, qui est la ressource L'esprit. Des mages. des mages, des scientifiques. C'est une ressource qui attaque le pouvoir adverse, c'est-à-dire la puissance adverse, le pouvoir politique adverse, qui, lui, est symbolisé par le trèfle. Donc, on voit une opposition comme ça entre, d'un côté, le pic qui s'oppose au cœur, de l'autre côté, l'esprit qui s'oppose au pouvoir. Alors le pouvoir, lui, qu'est-ce qu'il symbolise ? Puissance politique, amitié, liens familiaux, etc. Ouais, c'est tout ce que dans le social en fait. Enfin, Voilà. L'être qui n'aura pas de trèfle, ce sera un ermite, un indépendant. Un errant. Un errant, voilà, plutôt. Un errant, absolument. Alors que l'être, par exemple, qui n'aura pas d'esprit, ce sera plutôt un fou, un dingue. L'être qui n'aura pas d'armes, ce sera un mage, un pacifiste, un désarmé. Et l'être qui n'a pas de cœur, c'est un fantôme, un spectre, une créature sans vie, mais qui a quand même sa Et petite l'être utilité. qui n'a que du cœur, c'est le petit enfant. Et voilà, il existe un autre être qui n'a que Va du pas cœur. rester tout seul dans ce bois, Alors, j'ai hésité gamin. entre l'enfant C'est et clair. l'innocent, mais l'enfant, c'est beaucoup mieux parce que, en fait, toutes ces formations qu'on peut créer à l'aide de ces ressources cardinales, on va aussi pouvoir les affronter, les faire s'affronter, etc. Et si on tue un enfant, on perd 5 points de majesté. Si on pose un spectre de son côté, on perd aussi 5 points de majesté. Donc, ce qui fait que le jeu amène comme ça toute une espèce de dynamique morale où, pour réussir, par exemple, à attaquer l'autre avec son pic, il va falloir tuer des enfants, il va falloir faire d'ignobles spectres. Et par Ouais, exemple, c'est moi, ça. je suis incapable pour me défendre de poser un enfant. Alors, voilà, c'est le truc que je peux pas faire. J'arrive pas. Alors que moi, j'en ai rien à carrer. Parce que Fly a peur de voir les enfants Mais mourir. oui, je veux qu'il soit en vie, moi. C'est affreux, sinon. Donc ça, c'est le côté du Val qui enchante les cartes traditionnelles. C'est tout cet aspect de moralité qui intervient dans le jeu à Et l'aide puis de ces ça va figures. aussi avec le début de ton livre où tu dresses une histoire
dans laquelle va se passer tout le jeu au final et qui a un petit moment, une sorte de conte enchanteur. Bah, effectivement, au début du livre, on trouve une dizaine de pages qui expliquent l'univers du jeu. Alors, beaucoup de personnes m'ont demandé au moment où je crée le jeu, mais pourquoi un univers pour un jeu de cartes? Et moi, ça me semble fondamental. Est-ce que vous, par exemple, là j'interroge les joueurs de Magic qui sont devant moi, est-ce que vous, ça vous a... Enfin, c'est pas ce qui vous a mis à Magic, en fait, l'univers? Moi, j'avoue que je ne joue qu'avec ça. Vas-y. C'est-à-dire que moi, j'essaye d'avoir de la stratégie, etc. Mais par exemple, quand je monte mes jeux, c'est l'univers qui prime. Par exemple, là, je fais un jeu Saurin noir-blanc. Et moi, je voulais un vampire Nocturnus. Genre, s'il y avait pas le bon dessin, ça allait pas avec l'ambiance du deck. Donc du toi, coup, tu joues des jeux, ce qu'on appelle des jeux à thème, c'est-à-dire des jeux à ambiance, des jeux à histoire. Moi, j'aime bien quand je pose mes cartes, pouvoir me raconter une histoire. Genre, il se faisait attaquer, mais heureusement le vampire est arrivé. Ou j'ai toujours aimé faire ça moi quand je jouais. Donc du coup, le Val est fait pour moi entre guillemets. Donc Magic, pour ceux qui connaîtraient pas le thème du jeu, c'est qu'on joue deux sorciers qui s'affrontent à l'aide de sorts. Et Magic, l'intelligence, à mon avis, de Magic à mon avis, ce qui fait la force de ce jeu, c'est son pentacle, c'est 5 couleurs. C'est l'esprit en fait des couleurs. C'est l'esprit des couleurs. Donc le rouge, C'est le chaos, la violence, furie quoi. le bleu, On a le bleu qui sera plutôt le domaine de l'illusion, de la tromperie, du rêve. On aura le blanc qui sera plutôt du côté, on est dans l'immaculé, on est dans les gentils, les anges, les soigneurs, soldats, les anges. l'ordre, Les humains. les cités, les humains en fait. Ouais. On aura le vert donc qui représentera donc la nature. La nature, la force de la vie. Et on aura le noir, c'est tout ce qui est dégueulasse, les nécromanciens, les vampires, les démons. Les Pas zombies, forcément quoi. le dégueulasse, qui appartient vraiment au domaine de Madame la Noir nuit, Blanc, moi, j'ai oui. envie de dire. Ouais. Mais oui. Non mais voilà, c'est et à mon avis la thématique ce qui fait la force de Magic, c'est aussi sa thématique, c'est aussi l'univers que le jeu propose. Donc pourquoi est-ce que dans le Val j'ai voulu qu'il y ait un univers fort? Parce que je me disais que clairement un jeu sans univers fort, sans thématique forte, ne trouve pas de rail pour ses mécaniques. C'est-à-dire, l'idée, c'est que si tu as un univers, par exemple, pour le bleu, pour le rouge, pour le vert, comme dans Magic, eh bien, les règles que tu vas inventer sur les cartes, elles seront en adéquation avec le canon esthétique de la couleur, avec la morale de la couleur, avec l'esprit, ce qu'on appelle souvent avec Ced, l'esprit du bleu, l'esprit du rouge. C'est ça, le côté... Pas de confusion spirit. avec Yu-Gi-Oh, merci. Oui, non, c'est le spirit de... Bon, quoique, Yu-Gi-Oh, il y a moyen de faire pas mal de confusion. Yu-Gi-Oh, c'est nul. Bah, Cédric, tu connais bien Yu-Gi-Oh? C'est simpliste. D'accord. Oui, C'est pour les plus jeunes. Ouais, en fait, c'est ça. C'est pour les pré-joueurs de Magic. Moi, je sais que j'ai plein d'élèves qui jouent à Yu-Gi-Oh au primaire parce que les cartes de Magic pour l'instant sont trop compliquées, mais ils arriveront à Magic après. Faut pas dire que c'est nul, c'est que t'es adulte. Non, mais en fait, le truc, c'est que dans les trucs dans le magasin en question, là, il y a aussi des joueurs de Yu-Gi-Oh qui sont plus vieux et ouais, voilà, Yu-Gi-Oh, c'est plus simple à jouer. Je ne ferai pas de commentaires. Mais bon, moi, je sais pas. J'ai jamais joué à Yu-Gi-Oh. Franchement, je sais pas du tout ce que ça donne. Je sais que Benoît et Thomas y ont beaucoup joué. Ils aiment bien. Et paraît-il, c'est pas mal. Mais c'est pareil. Pour les enfants, je pense que c'est bien. Ouais. Voilà. Mais c'est pareil, il y a un univers dans Yu-Gi-Oh. Ah bah oui, complètement. Et donc, du coup, ça joue à plein sur les règles qui vont être inventées. Le dragon bleu aux yeux bleus, le dragon rouge aux yeux bleus ou je sais pas quoi. Ils ont un sens dans l'univers du jeu et donc ils ont un sens du point de vue des règles. Et ça, pour moi, c'est capital. Ce qui fait la richesse de Magic, c'est l'adéquation qui existe entre ces couleurs et l'esprit des cartes qui incarnent cette couleur, les mécaniques de jeu qui incarnent cette couleur. Évidemment, si tu joues bleu, qui est la rêverie, etc., tu vas plutôt chercher à temporiser, à remonter les cartes dans les mains de l'adversaire, à jouer avec le temps, à ralentir, à contrecarrer, à empêcher les choses d'arriver, en gros à faire des manipulations spatiales et temporelles. Alors que si tu joues avec le rouge, c'est tu utilises ton feu, tu utilises ta force. Et dans le Val, on retrouve cette analogie du coup. Absolument. Je trouve que quand on joue beaucoup à pique, on est bourrin. Moi, j'adore jouer à carreau et à en balancer plein. Le carreau, c'est les mentalistes, donc on va jouer des gens qui sont a priori intelligents, qui essayent de remettre en question le fatras et les foutaises que peuvent représenter les étoiles. Bah non, c'est des scientifiques. Et tout, voilà. Donc ça c'est. Le cœur gagné à la majesté, c'est à réussir à avoir 100 PV. Voilà, exactement, pour gagner à 100. Et puis le trèfle, toujours piocher, se faire une grosse main.
Donc voilà, il y a toute cette dimension que je voulais dans le Val parce que je trouvais que ça importait des choses du point de vue des mécaniques et ça me donnait un patron, un canon esthétique pour créer dans telle direction. Et du coup, t'as parce qu'il y a il y a plusieurs variantes en fait dans le jeu. C'est-à-dire qu'il y a le jeu de base, ensuite il y a des variantes, dont ce qu'on appelle la variante narrative. Et la variante narrative découle directement de l'univers en fait. C'est à partir de ce jeu de cartes, on va pouvoir raconter une histoire. Et qui prendra place dans cet univers-là, avec aussi un univers médiéval, et qui du coup est assez fun à jouer parce qu'on a déjà des images en tête. C'est vrai que c'est un peu comme si on avait deux maîtres de jeu qui se confrontaient l'un à l'autre, qui posaient son univers, et comme ça, ce qui est bien, c'est que l'autre en face, donc l'autre étoile, peut interagir avec cet univers. Donc quand on pose un être, donc que ce soit n'importe lequel, il peut avoir une relation avec l'être qui est en face. Donc du coup, il y a un jeu comme ça qui est très intéressant. On parlera peut-être en détail de la variante narrative après. On finit sur le jeu de cartes. Donc c'est un jeu de stratégie et de mémoire. Oui. Parce que les ressources cardinales qui sont positionnées autour des êtres que l'on engendre sont face cachée. Et donc, quand on joue les ressources, on les retourne. Et là, l'adversaire a l'occasion de les regarder. Mais sitôt qu'elles ont été jouées, elles se retournent face cachée. Donc c'est à l'autre de mémoriser s'il a un gros cœur ou pas. Ça donne des trucs rigolos parce que par exemple, tu te dis, là je vais lui défoncer son cœur, mais tu avais oublié que son cœur était à 7 et non pas à 6. Tu dis, haha, et puis en fait, t'avais mal mémorisé, donc ça fait rien et juste t'as perdu une carte pour rien, quoi. Voilà, par exemple. Alors, justement, moi je pense que Magic est la principale source d'inspiration du Val, évidemment. Enfin, ça c'est clair. En même temps, c'est ton jeu préféré, hein. Enfin, honnêtement, dans les jeux de rôle. Oui, le jeu de rôle, non, mais bon, dans les jeux de cartes préférés, ouais, ça c'est clair et net. Mais il faut aussi signaler que parmi les sources inspiration, pardon. Oui, je dis inspiratrou parce qu'en fait, je m'inspire de la mythologie d'Hésiode, qui considère que les étoiles ne sont pas des points lumineux dans le ciel, mais de minuscules petits trous qui ont perforé le dôme céleste, et que derrière on voit un monde éthéré qui est lumineux, etc. Donc c'est dans la Théogonie d'Hésiode, et donc c'est une des histoires qui inspire l'histoire du Val, avec Monostatos, qui est le jeu de rôle de Fabien Hildwein, dans lequel le soleil également intervient comme un personnage tyrannique qui a tué ses sœurs, les étoiles, etc. Et donc ça m'a également beaucoup inspiré pour le Val. Donc, voilà quelques sources d'inspiration. J'aime bien les images que tu as choisies pour le Val, dont l'image du soleil un peu blasé. Alors, ce sont les images du tarot de Marseille de Monsieur Payen, qui est un illustrateur, je crois que c'est du 18e, je suis pas sûr à vérifier, ou du 17e, je ne sais plus, qui a dessiné donc les premières lames des tarots de Marseille avant d'être reprises par Jean Dodal, il me semble. Là, je dis ça de mémoire, alors faut pas m'en vouloir si j'ai des imprécisions, mais en tout cas, ce sont des lames. Ce sont des dessins qui sont mystérieux, en fait. Je trouve, moi, vraiment, encore une fois, j'étais parti dans l'idée de réenchanter le jeu de cartes, et je trouve que les tarots là-dessus ont quelque chose de mystique, de mythique. On a envie de trouver des interprétations dans tous ces dessins assez sommaires, assez chétifs. Le soleil, il a pas l'air gentil, quoi. Il est un peu blasé, enfin, c'est étrange, quoi. On s'attend pas à ça. Le fou, il y a une espèce de poche qui lui est arrachée par un loup. Pourquoi? Enfin, qu'est-ce que ça signifie? Les dessins sont toujours là où on ne les attend pas. On n'attend pas ces significations-là. Qu'est-ce qu'il a voulu dire en illustrant les dessins de cette manière-là? Ouais, après, pour le soleil, bon, je ne sais pas si c'est central dans le tarot du monsieur 18e, mais bon, faut pas oublier que c'était l'image de la puissance. Et notamment de l'hégémonie, hein. Le roi soleil, ce n'est pas rien, et ça a continué après la mort de Louis XIV à être l'emblème de la royauté. Donc c'est vrai que ça joue pas beaucoup. D'où ce regard blasé et puissant. Peut-être. Qui est une hypothèse. Donc c'est le logo du Val. Hein. Vous pouvez aller sur le site internet levaldesétoiles.free.fr, je crois bien, et vous pouvez trouver ce logo. Il est sur l'entête du site. Donc voilà. C'est de ça dont on est en train de parler. Et moi, ce que j'aime bien dans le Val aussi, c'est que au fur et à mesure, on développe tous des stratégies un peu différentes parce qu'on a tous des figures qu'on préfère, parce qu'on a tous des façons de jouer qu'on préfère. Tout à fait. Et quelque part, ça reflète bien des fois des personnalités
C'est marrant. Enfin, Comme dans Magic, en fait. exactement. Voilà. Certains vont utiliser les armes et le carreau plus facilement, d'autres vont chercher à gagner à la majesté. Par exemple, Natacha Forel, quand elle joue au Val, elle cherche systématiquement à gagner à la majesté. Limite, l'autre type de victoire ne l'intéresse que moins, quoi. Enfin, Alors que la clé pour gagner, je dis pas pour s'amuser, parce qu'après on gère ça comme on veut, mais pour gagner, la clé c'est l'adaptation, quoi. Il faut absolument s'adapter à sa main, parce qu'il faut pas oublier quand même qu'elle est aléatoire. Oui, parce que ça reste un jeu de cartes. Hein, donc. Et oui, voilà, tout simplement. Et puis en plus, faut voir qu'en fonction de ce que joue l'autre, en fonction des sorties qu'il fait, il y a une comparaison dans le livre avec les ouvertures aux échecs. En fonction des ouvertures qu'il choisit, nous, notre réaction, elle doit être adaptée aussi. Oui. C'est sûr que si en face, on nous pose que des problèmes au niveau du pic, par exemple, si on n'a que des guerriers qui nous attaquent au niveau du cœur, bah, c'est sûr qu'il va falloir faire une défense au niveau du cœur. Ou au contraire, n'en avoir rien à faire et essayer de le prendre de vitesse sur une autre couleur. Voilà. Ouais. C'est donc. Généralement, c'est ça que je fais, moi. J'aime pas poser des trucs qui vont se faire défoncer. Moi, généralement, tu m'attaques au cœur, bah, puisque c'est comme ça, je t'attaque avec les carreaux. Alors, Ouais, voilà. Tandis que moi, je préfère justement poser des épouvantails qui vont se faire bolter, quoi. Alors, si vous deviez comparer le Val à Magic, quels sont les plus, quels sont les moins par rapport à Magic, par exemple? Alors moi, je dirais que comme Magic, alors je vais parler du moins, mais comme à Magic, c'est-à-dire que, enfin, on a tous eu à Magic des mains pourries de départ. Ouais. Ouais, Et c'est un bah là, gros problème. c'est pas que c'est un problème, c'est un jeu de cartes, c'est toujours comme ça, quoi. Oui, mais alors moi, quand je suis parti dans l'idée du Val, si tu veux, Flavie, j'avais pour intention de faire que de limiter au maximum la chance. J'avais 25. Je voulais que un quart des parties soit gagné à cause de la chance et que le trois quarts des parties soit gagné à cause de la stratégie, grâce à la stratégie. Par contre, Au final, j'ai pas réussi. l'intérêt par rapport à Magic, par contre, des mains pourries de départ, c'est-à-dire que au fur et à mesure, au début, ça vraiment, quand on sait pas encore trop bien jouer, on se dit vraiment la chance elle est présente. Puis au fur et à mesure, on sait comment jouer, même avec des 1 et des 2. On fait des Foodman Kent, des choses comme ça. Alors, les Foodman Kent, c'est une figure spéciale du Val. Ouais, voilà, on va pas c'est- s'apesantir sur le truc. En gros, on apprend comment gérer des mains pourries de départ pour optimiser et pour au final se refaire une main. Ouais. Et moi, je sais que, par exemple, ce soir, on y a pas mal joué. Moi, je sais que j'ai eu pas mal de mains pourries de départ, mais que j'ai réussi à retaper au final et à faire des belles parties. Tu veux dire qu'en fait, au début, quand on débute au Val, on a l'impression que la chance influence plus Parce que... qu'on sait moins, parce que mine de rien, c'est un jeu où il y a pas mal de stratégies à gagner, ou à apprendre. On a pas mal de choses à apprendre quand on joue au début à ce jeu. Donc au début, on se base que sur les figures. Et au final, on essaie toujours de faire la figure la plus bourrine et tout ça possible, alors qu'en fait, il y a un intérêt à faire des figures faibles ou à utiliser des cartes faibles. Et ça, c'est un truc qu'on apprend quand on joue un petit peu plus longtemps quand même. D'accord. Parce que moi, en fait, en tant que créateur, explorateur du jeu, parce qu'en fait, ce jeu, oui, ok, j'en ai créé les bases, les fondements, etc. Mais j'ai pas fini de l'explorer encore. Je pense qu'il y a encore plein de choses à y faire. Moi, j'ai pas encore compris toutes les subtilités des stratégies. Le jeu, en fait, a une richesse que je n'ai pas mise dedans. Enfin, il y a des choses qui se sont faites un peu par hasard dans ce jeu, donc voilà. Et moi, ce qui me semble, c'est que par rapport à mon objectif qui était de 1/4, 3/4, c'est-à-dire 1/4 de partie de chance et 3/4 de partie stratégique, je trouve que j'ai pas réussi mon coup. Je pense qu'il y a 1/3 de parties qui sont gagnées par la chance, une partie sur 3 où tu peux vraiment rien faire, et 2/3 où c'est vraiment la stratégie. D'où le conseil d'Adrien, qui est des joueurs de Lyon, qui m'ont conseillé ça. Ils m'ont dit, voilà, et je profite de ce podcast pour le dire parce que c'est pas dans la base, mais je vous conseille vraiment de jouer au moins en 2 manches gagnantes, pour vous faire une idée. 2 manches gagnantes, ça me semble bien. Comme un Magic, en fait. Magic. Ouais. Voire même, enfin, en fait, je pense que c'est sur plusieurs parties de Val que vraiment la stratégie fait la différence. Ouais, il faut pas se décourager au bout de 2 parties. Enfin, de toute façon, au bout de 2 parties, on ne sait pas jouer. On sait pas encore jouer au Val. Moi, je suis désolée, mais moi, j'ai fait des pures parties en ayant des mains pourries de base. Ouais. Vraiment. Tout à l'heure, Cédric, il a réussi à me foutre une égalité. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'il y a plus de...
Putain, alors que j'avais une pure main, il a réussi avec ses cartes toutes pourries à maintenir jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'au moment où la source se vide, ok, et le soleil se lève et les étoiles s'éteignent toutes deux, donc c'est le pat. C'est l'égalité. Voilà, c'est l'égalité. Enfin, c'est la défaite de tout le monde en fait, pour être très précis. Et voilà, il a réussi à aller jusqu'au pat, quoi. Donc ça prouve que c'est quand même possible quand on joue très bien, parce que Cédric joue déjà mieux que moi. De pas jusque là. De latter le joueur, même quand il a une chance insensée. Ceci dit, voilà, c'est le défaut du jeu, à mon avis, c'est qu'il y a encore un tout petit peu trop de chance. Mais est-ce que dans un jeu de cartes, c'est possible d'éliminer toute la chance? Bah, je crois pas. À partir du moment où il y a tirage, de toute façon, c'est impossible. À partir du moment où tu as une hiérarchie dans les cartes et que tu vas tirer ces cartes-là, c'est impossible d'exorciser la malchance. C'est aussi le trip quand tu joues à un jeu de cartes, non? Enfin... Oui, non, mais si. C'est le côté un petit peu amusant, t'as le hasard. Enfin voilà. Bon, il y a aussi, c'est chiant, mais à la longue, ça tourne. Il y a aussi une part de bluff, en fait. Oui, tout à fait. Il y a une grosse part de bluff. Et c'est vrai qu'il y a des stratégies qui consistent à tout simplement dire bon bah voilà, moi j'ai posé une grosse figure, je les ai posées sur la table. Ouais. Et en fait, l'autre va se rendre compte en épuisant ses cartes que non, c'était un épouvantail quoi. Donc, carrément. Par exemple, tu vas investir une grosse carte dans une figure, donc l'autre va se dire pour qu'il ait investi une telle carte dans cette figure, c'est qu'à côté ça doit être du lourd parce que son endurance, pour qu'il ait investi un 10 de pique, pour qu'il lui ait mis une arme aussi forte, ça veut dire que son endurance ça doit être du lourd. Donc tu vas hésiter à l'attaquer et en fait parfois c'est juste un mec en carton et finalement tu perds ton temps à analyser la carte que tu veux cibler alors que tu aurais mieux fait de la cibler tout de suite et tu perds du temps et le temps ovale c'est ultra précieux parce que t'as que 3 actions on va dire en gros en moyenne par tour, donc si tu rates l'une de ces actions c'est mortel quoi. C'est comme aux échecs où t'as qu'une seule action à faire, si tu rates cette action tu perds un tour et c'est fini, c'est quasiment l'échec. Ça, c'est un truc aussi Oval, je trouve, c'est que le jeu est sévère en termes de... Si tu rates, t'as perdu, quoi. C'est-à-dire que oui, mais du coup, t'apprends. Moi, c'est ce que j'aime bien, moi. Du coup, t'apprends. Non, mais c'est je dis pas que c'est pas bien, mais je dis que c'est chaud, quoi. Enfin, et on comparait à Magic tout à l'heure, où Magic, c'est vrai qu'il y a une petite part de bluff dans la mesure où tu gardes une main quand même qui est cachée, mais la part de bluff est plus intéressante et plus grande dans le Val. T'as une main cachée déjà. T'as une main cachée et t'as des figures qui sont cachées, enfin des arcanes, des ressources qui sont cachées. Ouais. Donc, par contre, vu que intéressant de ce point de vue-là. Vu que la rivière de la mort est accessible à tous et au milieu, plus la partie avance, plus on voit les cartes qui sont déjà passées. Oui, si tous les 10, les 8 et les 9 sont passés, on sait on sait que le gars a une endurance moins forte, etc. Enfin, il y a plein de... En fait, je pense que le jeu, tu le découvres... C'est vrai que les premières parties, tu comprends pas tout à fait comment il marche, en fait. Faut vraiment... Il y a comme une espèce de temps d'adaptation où tu te dis « Ah ouais, il y a cette stratégie-là qui est possible, etc. etc. » Alors, moi, un avantage aussi par rapport à Magic, c'est quand même en termes de thunes. C'est-à-dire que là, le jeu, il coûte 20 € et puis après, il n'y a plus rien à acheter. Quoi. Voilà. Et ça, c'est quand même un avantage. Ouais. Et l'égalité des joueurs aussi. Ouais, voilà, en fait, ça, c'est vraiment un plus. Disons que vous vous ferez pas pourrir par quelqu'un qui a un Black Pick, quoi. Black le pic. Black Pick. Voilà, parce qu'à Magic, il y a quand même tout un côté où, mine de rien, si j'ai plus de pognon, j'ai 90% de chance de gagner, quoi. Bah oui. Ou si j'ai en tout cas investi de l'argent dans le jeu, c'est sûr que j'ai plus de chances de gagner que celui qui en a investi un peu moins. Et donc ça, c'est quand même un côté de Magic assez consumériste, on va dire, et qui... En même temps, c'est le but. Hein. En même temps, c'est le but. En même temps, c'est aussi moi ce que j'aime, parce que du coup, moi, je tripe sur l'univers des cartes. Oui, mais c'est pas l'argent que t'aimes. Ouais, c'est la construction de jeu. Et ça, on va y venir, parce que ça, c'est un gros défaut du Val sur Magic. Par contre, là, on arrive dans un point qui est beaucoup plus négatif. C'est-à-dire que dans le Val, par contre, le gros point qu'il n'a pas par rapport à Magic, en continuant la métaphore par rapport au jeu, c'est que, enfin pas la métaphore, pardon, la comparaison des deux jeux. C'est pas le but du Val de construire le jeu. Je suis d'accord avec toi, mais pour les joueurs de Magic, je pense que le Val clairement cible les joueurs de Magic qui ne sont pas encore des rôlistes. Tu vois ce que je veux dire? Comme tous les jeux, hein, comme Pokémon, Yu-Gi-Oh, L5R, c'est pareil, on construit son deck. Donc, en fait, il n'y a pas que Magic. Quoi. Voilà, ouais, d'accord, ok, pardon, excuse-moi. Ouais. C'est vrai que moi, je pense toujours Magic, mais c'est vrai qu'il y a plein d'autres jeux de cartes aussi et que j'oublie tout le temps. Et c'est vrai que par rapport à Magic ou à des jeux comme tu le cites, Cédric, tu n'as pas de construction de jeu dans le Val. Alors, tu as la variante de Sten, d'Osten, je ne sais pas qui c'est. Il interviendra peut-être dans un podcast dans le futur, on ne sait pas, qui propose de drafter sa main, c'est-à-dire de faire comme au draft à Magic, à savoir vous tirez une main,
Vous prenez la meilleure carte de cette main, en tout cas celle que vous jugez la meilleure, et vous passez votre main à votre adversaire. Votre adversaire fait de même, vous passe sa main, etc. Et on tourne comme ça jusqu'à ce que chacun ait déterminé sa main. Donc ça peut permettre d'éliminer l'aléatoire. Moi, personnellement, je n'ai jamais encore joué avec cette variante. On va la tester ce soir. Mais à Lyon, non, c'est pas à Lyon, c'est Darky qui l'a testé avec ses potes. Et eux, ils ont vraiment trouvé ça. Non, c'est peut-être pas Darky, je sais plus. Mais en tout cas, eux, ils ont trouvé vraiment ça bien, fonctionnel, etc. Donc, on l'a mise dans la base parce que ça plaisait à certains joueurs. Moi, je l'ai pas encore testé personnellement. Donc, c'est un autre point d'ailleurs dont il faut parler maintenant que tu en parles. C'est-à-dire qu'au Val, on peut jouer à 2 ou à 4. Comme à Magic. Comme à Magic, ouais. Alors à 3, ça marche aussi. Si tu, par exemple, si tu attaques, si tu dois attaquer le versant de droite et que tu dois te défendre du versant de gauche, ça marche assez bien aussi. Mais bon, par contre, il y en a un. Enfin, on doit patienter plus longtemps parce que au Val, on ne joue pas pendant le tour de son adversaire. Donc on doit peut-être patienter un peu plus longtemps pour jouer, et donc ça peut être un petit peu plus ennuyeux. Mais globalement, ouais, ça fonctionne bien à 4, à 3, à 2. À 5, j'ai pas essayé de séparer. Il n'y a pas de variante à 5, donc je ne saurais pas dire. Je pense que le jeu ne marchera pas à 5. Ce serait attendre trop longtemps. Je pense que 4, c'est la limite. Moi. Ouais, je pense aussi. Ouais, clairement. Alors, est-ce que vous avez des points négatifs à soulever à ce podcast ? Les points négatifs, bon, je sais que c'est un podcast d'autopromo et tout. Oui. Mais c'est intéressant aussi de passer en revue vos points négatifs de façon à bien montrer les faiblesses. Moi, je trouve que le point négatif, c'est de devoir... Enfin, mais en même temps, c'est vrai pour beaucoup de jeux. Donc, c'est que la prise en main, au début, c'est bien d'avoir la petite plaquette qui t'explique les figures, etc. Parce que sinon, c'est vrai que ce serait un peu difficile. Mais la prise en main nécessite quand même quelques parties. Ouais. Mais en même temps... Bon, j'ai réussi à faire jouer ma grand-mère. Ouais, les parties sont courtes, hein. Oui, les parties sont... Mais il faut quand même le préciser, je pense, parce que c'est pas un jeu extrêmement aisé de prise en main directement. Ouais, c'est pas la belote. Malgré tout, une des forces du jeu, c'est aussi d'amener un jeu de cartes traditionnel, et donc d'être accessible d'emblée à des totalement néophytes, des jeux de cartes un peu bizarres comme Magic ou Pokémon, etc. Parce que la plupart des gens, devant Magic, Pokémon ou etc., par exemple, je prends ma grand-mère. Moi, j'aime bien prendre l'exemple de ma grand-mère, qui est une grande joueuse de cartes, qui aime bien le bridge et tout ça. Ou mon père, par exemple, qui est pas du tout un joueur, lui, pour le coup. Tu lui montres Magic ou Pokémon, il part en courant comme devant une manette de jeu vidéo, si tu veux. Ouais. Alors que tu lui montres la Wiimote, ou tu lui montres un jeu de cartes, il part pas en courant. Parce qu'il sait, c'est classé dans les jeux traditionnels, on va dire, familiaux. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, un désavantage du Val, c'est finalement l'inconvénient que tu soulignes, Fly, c'est à mon avis un inconvénient, mais aussi un avantage. Le fait d'utiliser des cartes traditionnelles. Ah, mais totalement. Non, mais je préfère prévenir parce que c'est vrai qu'au début, Fly. Faut avaler les règles, quoi. Enfin, ouais. Mais une fois que tu les as, enfin, honnêtement, moi, je m'amuse beaucoup avec ce jeu. D'accord. Bah, du coup, tant qu'on est dans les moins, je vais te souligner le mien. Savoir que le moins, c'est que tu peux te retrouver très rapidement bloqué. Ça peut être très emmerdant. C'est un jeu qui joue à 4 couleurs. Il suffit que tu aies l'air d'un con parce que tu as 2 couleurs dans la main et c'est fini. Enfin, tu peux quasiment plus jouer, quoi. Sauf si tu as du cœur. Donc, sauf si t'as du cœur, du trèfle pour piocher, ou tu peux toujours lancer des cartes de la main. Alors, tu peux lancer des cartes de la main, évidemment, t'es pas bloqué, mais tu vois très vite, enfin, tu t'essouffles, c'est vraiment mortel et ça peut devenir fatigant. C'est vrai aussi à Magic, hein, quand t'as ta bonne vieille main pourrave de départ. Oui, non, mais ça, c'est bien sûr. Ouais. Mais c'est après, comment dire, moi je pense que c'est quelque chose qui peut être compensé à l'avenir par une extension, quelque chose où il y aurait des figures, d'autres figures. Je dirais pour répondre pour aller dans le sens de Cédric et répondre à ta réflexion, Fly, que dans Magic, si t'as une mauvaise main, tu peux toujours pester contre ton jeu en disant ah putain je l'ai mal construit. Ouais. Alors que dans le Val, si t'as une mauvaise main, tu peux juste dire bah ce jeu c'est un jeu de merde. Tu vois ce que je veux dire? Et malgré tout, tu vois par exemple quelqu'un comme Thomas Poussou, qui a joué au Val, dit moi le Val ça me frustre, je suis toujours frustré lorsque je joue à ce jeu parce que j'ai justement des mains pourries et que ça me frustre, ça me fait chier. Mais il a joué au tout début quand tu étais en train de le monter, le jeu, ce serait peut-être un peu différent. Oui, il a joué aussi à sa version quasi finale. Il y avait juste quelques règles en moins et il a dit moi c'est un jeu qui me frustre. Mais bon voilà, c'est dommage qu'il soit pas là ce soir pour en parler. Il faut pas être frustré par ça parce que bon ça n'arrive pas tout le temps non plus. Bah voilà, c'est la partie sur 3 dont je parlais tout à l'heure. Voilà, c'est ça. C'est même pas la partie sur 3 parce que c'est quand même moi franchement, je joue quand même depuis quelques temps, ça m'est arrivé qu'une ou deux fois quoi. Ouais, non mais Fly, on n'a pas le même niveau de chance non plus.
Ça, Il y en On a, parle de ça arrive quelqu'un une qui- partie sur deux. Quand quoi. elle ouvre des boosters de Magic, il y a 2 méga rares, quoi. Ouais, une voilà, c'est une ça, quoi. normale et une en premium. quoi. Quoi. bah écoutez, j'y suis pour rien si vous n'avez pas la. Oui, voilà, non. hein, c'est comme ça, c'est la classe. Ouais, d'accord. On va dire ça comme ça. Non, mais blague à part, alors, ces parties existent. Ces parties sont frustrantes, je reconnais. Mais je pense elles restent quand même exceptionnelles. Quand tu as un bon niveau de jeu, tu sais combler les manques, tu sais jouer Oui, ces voilà. mains-là. Mais en fait, c'est au départ, ça peut paraître frustrant. Après, Voilà. je pense que quand on a un meilleur niveau de jeu, voilà, la stratégie est présente. Donc généralement, tu sais quoi faire de tes Puis, cartes. Il y a un truc que je voudrais dire aussi qui est très important, à la fois pour le Val et à la fois pour Magic et à la fois pour tous ces jeux de cartes, et peut-être même pour le jeu de cartes traditionnel finalement. L'important, ce n'est pas de gagner ou de perdre. L'important, Attends, tu me la refais celle-là parce que faut que je L'important- l'enregistre. non, mais ouais, parce que l'important, t'es quand même un sacré mauvais joueur. Hein. ouais, parce que là, c'est l'hôpital qui se fout de la charité là. l'important. Attendez, je vais essayer de le dire. Vas-y, on t'écoute. On, On a les peut oreilles tromper grandes ouvertes. une personne. Non. L'important, ce n'est pas de gagner ou de perdre. Je sais que je suis mauvais joueur. L'important, ce n'est pas de gagner ou de perdre, c'est de jouer le mieux possible les mains qu'on a. Et ça, c'est clair. Par exemple, si tu prends la belote, Et ce sera vrai dès que vous jouerez contre quelqu'un d'autre que Romaric. C'est ça. je dis souvent, si vous gagnez contre moi, c'est que vous avez de la chance. Si je gagne contre vous, c'est ma super stratégie qui gagne. Évidemment. Ah, la classe quoi. La mauvaise foi totale. C'est aussi pour ça que je joue au jeu de rôle. Hein. C'est parce que le ludisme, tout ça, la compétition entre les joueurs, ça me Bah, il réussit pas. est à mort dans la compétition. Ça me réussit pas trop. Oui, voilà, bah, c'est bon. Bon, c'est bon, c'est fini. On arrête Ouais, de me c'était chambrer ton maintenant. quart Ouais, d'heure, c'est ça bon, va. c'est Retourne bon, dans je peux y aller. l'autopromo, s'il vous plaît, merci. Donc, l'important, ce n'est pas de gagner ou de perdre, mais de jouer le mieux les mains qu'on a. Et ça, ils sont morts de rire, les salauds. Bande de cons. Ah là là. L'important, de sentir. Bon, bref. Ça va être dur, là. Vous avez compris le principe, et ça, c'est valable même à la belote. Par exemple, le mauvais joueur de belote, c'est celui qui fait une erreur, alors que justement, il a une main jouable. Ah ouais. Qui va faire le capot, typiquement la main capot, qui fait que l'autre fait tous les plis et toi tu fais rien. Elle existe à la belote, mais faut être un mauvais joueur en fait pour tomber sur le capot. Ou alors vraiment pas avoir de bol. Oh, faut vraiment, ouais, non, c'est. En fait, on est beaucoup plus sujet à la chance à la belote qu'au Val. Attention, là, on parle pas. Ouais, non, ouais. On mélange pas les Et trucs. puis en fait à la belote, il y a un truc que je supporte pas et que j'ai pas encore ressenti dans le Val, c'est que à la belote, je trouve qu'il y a une stratégie bloquée. T'arrives Oui. à un niveau de stratégie où t'as tout compris. C'est fini. Le jeu, il Ah est ouais. vide. Enfin, une fois que tu as compris qu'il fallait faire telle action à tel moment, pisser quand il faut pisser, etc. Une fois que tu as compris tous les mécanismes, c'est bloqué. C'est Tu ça. joues le Pour mieux. Moi, le mieux seul du truc, peu. la seule stratégie à la belote, c'est l'impasse. C'est le seul truc qui est un peu aléatoire, quoi. Ouais, C'est c'est le ça. seul élément stratégique et Ouais. amusant, quoi. Sinon, tu te fais chier. Quand tu sais bien jouer à la belote, après, tu te fais chier. Limite, un ordinateur pourrait jouer aussi bien que toi, quoi. Ah ouais, Comme complètement, Monopoly, quoi. Tu lances C'est des dés, ça. puis tu vois ce qui se passe. C'est C'est vrai dommage, que hein, parce c'est que j'adore, mais voilà. ça, c'est spécial. Hein. Moi, la belote, pour ça, à un moment donné, je trouve que c'est bloqué, quoi. Et donc ça, pour l'instant, au Val, je l'ai pas ressenti. Non, pas du tout. Toujours senti que tu avais toujours quelque chose de possible, il y avait toujours une erreur. Tout à l'heure, je me suis fait laminer par Fly. Et en fait, j'ai réalisé après la partie que j'avais fait en fait j'avais joué 3 tours. J'ai joué 3 tours. Donc je me suis fait exploser, normal. C'est Flavie, chance, tous les Voilà, carreaux, voilà, etc. c'est la chance, tout Bref, ça. c'est la chance. Ouais, au final, j'avais pas tant de Mais bonnes j'ai cartes que réalisé- ça, hein, mais voilà. J'ai Oui, mais réalisé c'est que Rome. systématiquement, à chaque tour. Oh putain, merde, ouais, je viens de confirmer votre connerie là. Ah bah, Ah fond, bah ouais. oui. Mais bon, j'ai réalisé qu'à chaque tour, j'ai fait une connerie, quoi. J'ai fait une petite connerie, et si je l'avais pas faite, j'aurais peut-être réussi à tenir. Alors après, J'ai c'est pas peut-être gagné, un mais- petit peu tôt pour en parler parce que le Val est quand même au début. Tout à fait. Donc on Mais en bon, parlera il- pour la suite. Mais en tout cas, il y a beaucoup plus de potentiel au niveau. Le Val est au stratégique. début pour toi qui joue depuis 3 jours, hein. Mais moi ça fait Oui, quand je dis des au mois début- que j'y joue là. Oui, mais quand je dis au début, c'est Et, enfin, et j'ai la pas belote, trouvé. mon pote, ça fait des dizaines d'années, hein, donc voire plus, je ne sais Des pas. dizaines d'années. Ah, c'est super vieux. Non, la belote, je crois bien que ça date de la Révolution française. Parce que Ouais, il me donc semble voilà, que Des ouais. si le dizaines valet, d'années, ça pose Oui. pas de soucis. C'est Si quand, le c'est quand valet- je disais des dizaines d'années, voire plus. C'est pour ça que je te dis. parce que si le valet justement est plus fort que les rois, c'est parce que le jeu a été créé pendant la Révolution française et que du coup il voulait montrer, le mec qui a fait la belote voulait montrer que les valets Était plus valaient fort plus que que les rois. rois. Ouais. C'est comme si moi au Val, bien d'ailleurs, Ça reste encore j'en bien profite sexiste. pour le dire dans ce podcast, voilà, je regrette le côté sexiste du Val. J'y ai pensé quand j'ai créé le jeu. Bah oui, le roi vaut 3, la dame vaut 2, le valet vaut 1. Donc voilà, la dame est à son niveau
dans les cartes. Et voilà, il n'y avait pas moyen de contrer ce sexisme. Donc j'ai quand même créé des figures spéciales avec la dame. La dame noire. Ouais, voilà, mais bon, il y a aussi le roi. Mais ça reste quand même dans le. Alors après, mais je le pense problème, que ça voilà, aussi, ça peut être compensé dans une extension. Voilà, ça peut être très intéressant justement de jouer là-dessus. Mais bon, malgré tout, voilà. En fait, j'ai hésité à faire en sorte que la dame soit la plus forte, comme aux échecs. Où là, clairement, la dame, c'est la pièce la plus forte. En lui mettant +3, le roi +2, le valet +1. Mais en fait, le problème, c'est que si je faisais ça, c'était pas intuitif. Tu vois, pour les gens qui jouent aux cartes habituellement, le roi est plus fort que la dame, qui est plus fort que le valet. Donc, j'ai dû faire un choix. Une fois, l'extension, ça me paraît bien. J'ai dû faire un choix. C'est pour l'instant, je pense que tu as fait le bon choix. Voilà. Mais j'ai pensé au sexisme de mon jeu. Je dis ça pour Fabien qui nous écoute. Je sais qu'il nous écoute et voilà. J'y ai pensé, mais malheureusement, j'ai dû rester dans le canon esthétique du jeu de cartes. Et il n'y a pas de valet homosexuel. Pas encore. Pas encore. pas encore. Mais j'y ai pensé aussi. Donc, peut-être maintenant passer à la variante narrative. Parler un petit peu de la variante narrative. Oui. Alors, je vois Fly qui jubile. C'est ma version préférée, moi, perso. Donc, Allez, vas-y, lance-toi. Alors, tu nous expliques un peu. C'est ma version préférée, moi, perso. Donc, Tu nous expliques un petit peu le narratif. J'ai l'impression qu'il y a une boucle là. Ça permet de créer des contes. On joue chacun notre tour, donc chacun propose des personnages. On joue dans un canon esthétique médiéval. Voilà. Des personnages un peu shakespeariens. En fait, on s'inspire du canon esthétique. Et on va créer une tragédie. Le but aussi, c'est de relier ces personnages, enfin ces figures aux figures du val adverse. Voilà. Et au fur et à mesure, on va être tiraillé entre des fois l'envie de gagner et de faire un coup de pute alors qu'on était censé être les gentils. Voilà. Et ce qui fait qu'au fur et à mesure, en fait, on devient tous des méchants. C'est-à-dire comme dans Shakespeare, rien n'est vraiment blanc. On vire tous vers le gris, et des fois vers le gris foncé, et des fois vers le noir. De toute façon, chez Shakespeare, ceux qui acquièrent le pouvoir sont pas les plus sympas. Hein. Et du coup, à chaque fois, moi, j'ai vraiment eu des bonnes sensations. Enfin, j'ai beaucoup aimé jouer au Val. J'ai créé des histoires avec mes adversaires qui étaient super chouettes et qui me faisaient rêver. C'est-à-dire que là, on est clairement dans ce qui me plaît, qui me plaît même à Magic, quoi. Ouais. C'est-à-dire que là, j'ai pas à l'imaginer toute seule. C'est-à-dire que là, j'ai juste à laisser mon imaginaire. Chaque fois qu'une étoile engendre un être, elle doit décrire son histoire, le lieu où elle vit, et grâce à cette histoire, sa rivale doit lui mettre des points qui vont lui servir de bonus. Et donc, ça incite l'étoile à décrire des choses en relation avec la rivale et l'histoire rivale. Non, justement, ça c'est autre chose. Oui, on en parlera, on en parle après. Mais tu vois, le truc, c'est que justement, déjà, raconter l'histoire du personnage, ça lui donne des points, et plus il est lié à l'adversaire, et plus ça lui donne des points. Donc forcément, puisque le but, c'est de se combattre, déjà de base, il va y avoir attention Fly, la chaise et la carte son font rarement bon ménage lorsqu'on les bouge ensemble. Mais donc en fait chaque fois qu'on pose un personnage, on raconte son histoire, et donc les affrontements vont pousser les êtres qui sont liés à s'affronter les uns les autres. Donc ça donne une tragédie dans l'esprit. En fait, c'est ça donne forcément une dimension tragique. À partir du moment où le but du jeu, c'est d'aller, finalement, c'est d'aller piner l'autre, ou de gagner en majesté, ce qui présuppose d'aller quand même piner l'autre. Bah oui. Voilà, ça donne forcément une dimension tragique. Alors le truc, c'est que y a un problème dans la plupart des jeux de rôle, dans quelques jeux de rôle ou quelques jeux qui se font appeler narratifs parfois, qui revient de temps en temps, un problème récurrent. Alors je dis pas que c'est le cas de tous les jeux narratifs. Loin de là. D'ailleurs, vous noterez que j'ai adopté l'idée de jeu narratif, ce qui n'était pas le cas dans les podcasts précédents où je disais il fallait pas parler des jeux narratifs dans le jeu de rôle. Alors là, le Val, je l'ai appelé un jeu narratif parce que je ne voulais pas qu'on puisse croire que ce soit du jeu de rôle. Parce que c'est du jeu de rôle, mais il faut pas qu'on l'aborde de cette manière-là au départ. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais en tout cas, jeu narratif, c'était un terme plus faible pour parler d'un jeu qui s'approche du jeu de rôle, mais qui n'est pas vraiment du jeu de rôle. C'est vraiment pour raconter une histoire. Voilà, c'est pour raconter une histoire. Mais on joue pas un rôle, tu vois. On joue pas un rôle. On est vraiment là pour raconter une histoire. Alors après, dans certains jeux qui encouragent des mécaniques narrativistes, on trouve des mécaniques proches de celles du Val. Mais
ils sont on est beaucoup plus impliqué dans les personnages qu'on incarne dans les jeux de rôle qui encouragent les mécaniques, les propositions créatives narrativistes. Donc je voulais pas qu'on confonde tout et qu'on croit que le Val ce soit vraiment un jeu de rôle dans sa variante narrative. Même si en fait, on va s'apercevoir au fur et à mesure du jeu que c'en est un. Mais je voulais pas non plus effrayer le chaland. C'est-à-dire, je voulais pas dire à ma grand-mère, on va faire un jeu de rôle. Parce que quand on joue au Val narratif, on peut jouer avec n'importe qui et pas forcément avec des gens qui connaissent le jeu de rôle. De même, on peut jouer avec des rôlistes qui ont des présupposés sur ce qu'est une partie idéale de jeu de rôle. Et s'ils jouent au Val version narratif et qu'on leur dit c'est un jeu de rôle, ils vont être déçus. Donc je voulais décevoir ni les uns ni les autres. Et donc j'ai choisi une version faible de ce jeu de société qu'est le jeu de rôle. Je l'ai appelé jeu narratif dans ce cas-là. Parce qu'on se rapproche plus d'un jeu comme il était une fois que un véritable jeu de rôle au sens de prosopopée, de monostatos, de sens ou d'un jeu de rôle traditionnel. Donc, je voulais éviter cette confusion. La véritable quand même force du Val, c'est qu'il peut être pris comme un jeu de stratégie, c'est-à-dire sans le côté narratif, et que d'un autre côté, il peut en effet ressembler à des jeux comme il était une fois, et proposer et de la stratégie et du rêve, quoi. Et du rêve. Et tu vois, une des parties qu'on a pu faire toi et moi à Rome. On a fini par se parler comme si en roleplay. Justement, on va en parler de ça. Je voudrais juste finir un dernier truc. C'est par rapport à ce problème dont je parlais pour les jeux qui encouragent des propositions créatives un peu similaires au Val. Généralement, il y a un syndrome qu'on appelle le syndrome de la machine à saucisses. Sur Silent Drift, parfois, on a tendance à parler de ça. Imaginez, par exemple, vous jouez aux échecs. Et puis, vous racontez à chaque fois qu'un personnage à chaque fois qu'un de vos pions prend un autre pion, vous racontez la façon dont il prend le pion. Point barre. Et c'est tout. Il y a certains jeux narratifs qui sont un petit peu comme ça. C'est-à-dire qu'il y a deux jeux en parallèle. La fiction racontée et les événements dans un jeu de plateau à côté. Mais les deux sont parallèles. Enfin, ils sont parallèles, mais ils ne se rencontrent jamais. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça, c'est une machine à saucisses. Et par exemple, parce qu'effectivement, on pourrait faire un jeu d'échecs comme ça où on raconte l'histoire, mais ça ne serait pas vraiment, il y aurait pas vraiment de synesthésie, il y aurait pas vraiment d'implication du personnage dans le jeu, parce que ce qui compterait avant tout, c'est de gagner aux échecs. Je vais juste dire, parce qu'on a eu des commentaires, quand on dit synesthésie, on fait bien référence à l'article de Frédéric Sintès, on ne fait pas référence à la synesthésie Wikipédia. Tout à fait, exactement. Même si la synesthésie Wikipédia sert d'inspiration pour l'article de Frédéric Sintès. J'ai jamais lu la synesthésie Wikipédia. Mais bon, voilà. Le principe de la synesthésie, on le rappelle encore une fois, c'est le fait d'avoir des enjeux entre le joueur et le personnage qui soient de même nature. Et donc, ça procure de l'immersion. Si par exemple, j'ai peur de perdre mon personnage, parce que les mécaniques de jeu impliquent que je puisse perdre mon personnage. Le joueur a peur de perdre son personnage, et en parallèle, le personnage est dans une situation délicate dans laquelle il y a une sensation de peur, typiquement comme dans Cthulhu. Et là, il y a une synesthésie, parce que les enjeux du joueur, la peur de perdre son personnage, et les enjeux du personnage, la peur du monstre, sont un petit peu similaires, ont des trucs similaires. Tu vois ce que je veux dire, Seth, ça va ? Ouais, c'est bon, compris. Donc voilà, c'est ça la synesthésie. Et dans le Val, il y a de la synesthésie. Donc ce n'est pas une machine à saucisses. Parce que ce qui se passe dans le Val, c'est que pour gagner du pouvoir, pour gagner du point de vue du jeu, du point de vue du ludisme, on est amené en tant que narrateur à faire des sacrifices sur sa narration. Par exemple, moi, on a fait une partie de Val narratif juste avant d'enregistrer ce podcast avec Cédric. Et moi, je jouais les gentils en théorie, parce qu'au début, on choisit chacun un objectif. Il y en a un qui symbolise plutôt le mal et l'autre plutôt le bien. Et moi, à chaque fois que j'ai joué au Val narratif, ça a toujours été la même chose. Je commence par faire les gentils et je finis par devenir le méchant parce que je perds mes cœurs, je suis envahi d'ignobles spectres, etc. Et la seule fois où j'ai joué les méchants et où j'ai failli gagner, le fait de devoir tuer des enfants à tout va et la réaction de Fly par rapport au fait qu'elle allait perdre alors qu'elle jouait les gentils m'a incité à me suicider à la fin, tellement j'avais pas envie qu'elle soit malheureuse, tu vois ce que je veux dire. Donc mais c'était trop triste. Les mécaniques ils narratives, étaient trop gentils les enfants que tu voulais tuer, c'était affreux. Donc les mécaniques narratives du Val désamorcent un peu les mécaniques ludistes, on va dire, du Val, et font en sorte que le Val devient un vrai jeu narratif dans lequel on va jouer une tragédie véritablement.
Et ça, c'est vraiment très important à souligner parce que j'ai peur qu'on puisse croire. J'avais oublié cette partie, c'était affreux. C'était triste. Le petit bonhomme avec son petit casque qui va caler devant l'armée de spectres. C'était affreux. Et d'y repenser, ça me fout les jetons, quoi. J'avais deux spectres en jeu, je massacrais Flavie, et elle, en fait, elle faisait une défense du diable. Et à la fin, il lui restait plus qu'un tout petit enfant pour se défendre. Et j'ai pas eu, en fait, si je tuais l'enfant, je mourrais c'est-à-dire que j'avais plus de PV. Donc, en tuant l'enfant, je faisais un acte immoral qui me condamnait à la mort. Et donc, j'ai préféré me suicider et tuer. Je sais plus comment ça s'est passé. J'ai fait un autre. Voilà, il y a un accompli qui s'est suicidé parce qu'il avait tué trop d'enfants, ce qui fait qu'il est devenu un spectre. Devenant un spectre, j'ai perdu 5 points de majesté. Je suis mort. Ouais, d'accord. Donc tu vois, voilà. Et du coup, le gosse avait survécu. Mais c'était marrant, enfin, parce que vraiment, aucun de nous deux n'avait envie de gagner. Si toi, t'avais envie de gagner. Non, j'avais envie que mon personnage continue parce que j'aimais beaucoup le personnage là, j'avais envie qu'il survive et ça me faisait trop chier si tu le tuais. Un autre point aussi essentiel, c'est que vu que c'est un jeu de mémoire, vu qu'on sollicite énormément son esprit à raconter une belle histoire avec les personnages qu'on engendre et les relations qu'ils ont, eh bien, il y a une dimension, on n'arrive plus à se souvenir des cartes. On perd un petit peu en mémoire et en stratégie. Carrément. Toi, tu l'as dit carrément, la partie qu'on a jouée, t'as presque pas pensé stratégique. Si, j'ai pensé stratégique. Et justement, en fait, j'aurais dû penser histoire quitte à perdre plus vite. Du coup, parce que j'ai pris plus de plaisir à gérer l'histoire qu'à gérer la stratégie. D'accord, ouais. C'est vraiment un Val très différent. Carrément. C'est plus du tout les mêmes enjeux, c'est plus du tout la même chose. Contrairement aux autres variantes qui ont quand même beaucoup de rapports, celle-là, je la trouve vraiment très différente. Le gros plus du Val narratif, en fait, c'est qu'il peut amener des néophytes, des gens qui n'ont jamais joué au jeu de rôle, à peu découvrir que eux aussi ils ont de l'imagination et que le jeu de rôle n'est pas si diabolique que ça. Absolument. Il n'y a pas que les démons qui jouent au jeu de rôle. Référence à cet article magnifique où le mal peut gagner, et donc le jeu de rôle. Tu l'as vu cet article-là? Alors c'est sur un site qui s'appelle Attention danger secte, un truc comme ça, où ils parlent du jeu de rôle. Et en fait, ils expliquent que le jeu de rôle, c'est des trucs de satanisme parce que dans les parties de jeu de rôle, le diable le mal peut l'emporter, que ça pousse les joueurs à tuer des personnages, à commettre des meurtres. Non. Et alors, attends, laisse-moi finir. C'est-à-dire que quand tu utilises la petite roulette pour voir en bas du site, tu sais ce que tu découvres? Vas-y. Et qu'en fait, c'est une secte, en fait, qui diffuse le truc. C'est-à-dire que en fait, alors je sais plus si c'est des témoins de Jéhovah ou un truc comme ça, mais en tout cas, c'est tout à fait possible. Je crois que c'est témoins de Jéhovah. Et, en fait, tu découvres, en fait, ce qui est génial, c'est que le site en question, c'est un site mais tous les rôlistes sont un jour tombés sur cette page. Je suis sûr. Parce que quand tu tapes jeu de rôle, ça doit être la 3e en lien Google. Elle est restée depuis des années, elle est là, elle traîne et, j'irai faire un tour. Je vais me marrer 5 minutes, ça me fait penser à aller aux gens qui avaient dit non, ne regardez pas Harry Potter, c'est le démon. Oui, avec toute une analyse d'Harry Potter diabolique. Ça me dit trop quelque chose. Harry Potter, en gros, c'était quelqu'un qui adorait le diable parce qu'il était magicien et tout. La lecture au premier degré, c'est bon, on sait ce que ça donne. C'est clair. Alors un truc aussi qu'on a remarqué dans le Val narratif, pour reprendre, c'est que en fait, quand on finit un Val narratif, personne n'est vert d'avoir perdu ou d'avoir gagné. Non. Alors que lorsque on joue au Val normal, il y a toujours un qui fait yes à la fin et un autre qui fait putain, j'ai perdu quoi. Alors que dans le Val narratif, c'est Rome qui fait putain. Ouais, bon, c'est moi qui gueule. Alors que dans le Val narratif, peu importe qui gagne au final, peu importe qui gagne. Ouais, c'est vrai. Puis bon, c'est le petit intérêt aussi, c'est que celui qui perd finalement va clore l'histoire. C'est celui qui raconte l'issue du combat. Donc ça, c'est pas mal. Et c'est vrai qu'on s'attache énormément. Et encore une fois, c'est un bon tutoriel pour les jeux de rôle, je pense. Un dernier point, et puis on en finit avec ça, c'est que lorsque deux personnages s'affrontent, donc par exemple si un chevalier attaque le cœur d'un enfant ou je ne sais quoi, les deux personnes peuvent parler et faire entre guillemets du roleplay. C'est là que le roleplay intervient, Cédric. C'est-à-dire en gros jouer leur personnage en train d'attaquer, enfin jouer le personnage qui attaque et l'autre le personnage qui défend. Lorsqu'ils font ainsi, s'ils se répondent l'un l'autre, s'ils se parlent l'un l'autre, eh bien les deux joueurs gagnent 5 points de majesté. Donc ça permet de faire en sorte qu'une histoire que vous aimez bien, vous puissiez la poursuivre. Et la gagner ensemble. En choisissant, et éventuellement la gagner ensemble, en choisissant tous deux de gagner des points de majesté.
Et puis il y a des cons qui veulent absolument gagner, qui te répondent pas quand tu fais du roleplay. Je ne cite absolument personne. Et ça, c'est super important. C'est-à-dire que lorsque on veut gagner, il y a un moment donné où on est obligé de garder le silence quand l'autre implore. C'est-à-dire qu'il va y avoir un enfant qui va être en train de dire « Mais pourquoi est-ce que tu me tues ? Je suis ton frère et tout. » Et en fait, si tu as envie de gagner, toi, si tu fais du roleplay, tu vas donner des points de majesté à ta rivale. Donc, t'as pas intérêt d'en faire. Et donc, du coup, tu restes silencieux alors que l'autre est en train de te demander pitié. Et ça, le fait de devoir rester silencieux quand l'autre te demande pitié, te demande pardon, te dit mais je suis ton frère et tout, ça rend un côté monstrueux et tout, immoral, qui colle parfaitement à la tragédie en fait qui est en train de se jouer. Donc le Val narratif n'est pas une machine à saucisses. Je veux le dire, je veux le clamer. Parce que faudrait pas croire que j'ai fait le jeu et que j'y ai mis comme ça une petite version narrative histoire de vendre mon jeu sur les jeux de rôle. Non. C'est vraiment très intéressant. Je l'ai vraiment pensé pour ça, quoi. Bah, je te remercie, ça me fait très plaisir que tu dises ça sur le podcast autopromotionnel. Mais c'est dommage que Thomas soit pas là parce que lui qui est un peu plus mitigé sur le Val, il aurait peut-être pu apporter des informations complémentaires pour vous auditeurs. C'est lui, il disait qu'il avait une frustration liée justement, je pense, à ces parties où il se passe rien. Bah oui, mais peut-être, au niveau du Val narratif, par contre. Ouais, pourrait lui faire tester. Il a jamais testé. Que ça parce que le Val narratif, peu importe que tu aies des 1 ou des 2, au contraire, t'en fous, tu fais une histoire, quoi. En fait, le seul moment où t'es vert au Val narratif, c'est quand tu peux plus faire de figure, quand tu peux plus engendrer d'être. Parce que là, tu perds. Oui, mais dans ce cas-là, tu peux jouer l'étoile. Si non, mais tu joues l'étoile. Tout à l'heure, j'ai été confronté au truc, j'ai joué l'étoile, mais c'est vrai que c'est rageant parce que t'aimerais bien faire un perso avec une histoire, un truc, et du coup, continuer à maintenir le lien entre l'étoile et l'être que t'as engendré. Là, dans le Val narratif, en plus, je trouve que les ressources cardinales, le cœur, l'arme, le pouvoir, l'esprit prennent toute leur force parce que du coup, en fonction des ressources que tu utilises, tu fais des types d'actions différents, quoi. Si tu utilises l'esprit, tu fais de la magie ou tu critiques le pouvoir. Si tu utilises ton pouvoir, tu utilises tes liens d'amitié, tu vas dans la bibliothèque faire des recherches, tu utilises ta richesse, etc. Donc c'est ça, là c'est vraiment bien utilisé. Juste un petit truc aussi, si vous faites des parties de Val narratif, c'est pas dans la base et je le précise là, évitez de faire des allusions. Lourd. Évitez le manger lourd. Mais évitez surtout de faire des liens avec des personnages qui n'existent pas ou qui n'existent pas encore. Toi, par exemple, dans la partie narrative qu'on a disputée avec Cédric, tu n'arrêtais pas de faire des liens avec un personnage qui s'appelait Radamante. J'ai fait une erreur. Et stratégie en plus. Ouais. Parce que tu voulais le poser en fait à la fin. Non, je voulais poser au tout début. Ah, d'accord. En fait, et j'ai choisi la stratégie, alors qu'en fait j'aurais dû choisir l'histoire et le poser dès le début. Parce qu'en fait, ce qu'a fait Cédric, c'est qu'il a toujours lié ses personnages à un personnage qui n'était pas encore apparu dans le Val. Donc ça supposait qu'il allait arriver, et ça c'était intéressant du point de vue narratif. Ouais, c'était pas mal. C'est-à-dire que pour l'instant, il n'envoie que ses sbires et lui, il est au fond et tout. Le problème, c'est que du coup, tu gagnais pas les points bonus liés au fait que tu te lies à un personnage existant bel et bien. C'était chouette. Donc c'est ça. Donc il faut toujours se lier à des persos existants. Et ne pas hésiter à se lier au perso adverse surtout. À dire lui c'est le frère de machin, etc. Ça c'est super shakespearien. Mais ça encore une fois peut-être quelque chose de pourri au royaume du Danemark. Prendre vraiment le truc en main, quoi. Absolument. C'est vrai que le Val narratif c'est très Hamlet. Ah bah oui. À fond. Quelque chose de pourri au royaume du Danemark. Hein, Flavie? Oui. Être, ne pas être, blablabla. Tout ça. Bon bah voilà. Si, il y a un dernier truc dans le Val que j'aimerais bien préciser. Il y a une version pour tirer les cartes. Ah oui, exact. Et que j'aime beaucoup, je trouve ça très rigolo. Voilà. Ça va avec tout l'aspect univers, un peu mystique. C'est pareil. On m'a dit, mais t'as sucé des limaces, Romaric Qu'est-ce qui t'arrive de faire de la divination et tout? Parce que les amis qui me connaissent me jugent en général plutôt terre à terre et tout. Mais en fait, je trouve que Alors déjà, il faut savoir que toutes les ressources cardinales, le cœur, le trèfle, le pique, le carreau, tout ça, c'est totalement inspiré de la divination. C'est-à-dire que toutes les symboliques des cartes et tout, j'ai été chercher ça sur Wikipédia, dans le livre de Thierry Jens sur les tarots, dans le livre Marabout de la cartomancie. Enfin, j'ai dû lire des quantités de livres de merde sur la cartomancie pour faire ce jeu. Mais en même temps, apprécieront. Mais en même temps, j'ai
adoré. Non, mais justement, après, alors oui, alors excuse-moi, c'est vrai, putain, je fais des raccourcis à chaque fois, et à chaque fois, tu sais que dans les commentaires, après, quand je dis des conneries comme ça, les mecs ils notent, ils disent, bah là, à un moment, t'as dit une connerie et tout machin truc. Donc, il faut que je fasse attention à ce que je dis. Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'a priori, on considérerait ces livres comme des livres de merde, mais j'ai appris en fait plein de choses, et c'est super intéressant de voir les lieux d'où viennent les cartes qu'on utilise tous les jours. C'est très complexe, c'est une histoire très très complexe, c'est un jeu très 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 intéressant, le jeu de cartes. Il y a plein de choses à apprendre sur les pages Wikipédia et tout. Bah tu vois, notamment cette histoire du valet qui est plus fort que les rois et tout. Oui. Enfin, historiquement, c'est vachement intéressant. Dans les cartes, on a fait dire aux cartes beaucoup de choses. On n'a pas attendu les petits indépendants francophones ou les jeux de rôle pour faire des critiques de la société dans les jeux. Dans le jeu de cartes aussi, il y a des tas et des tas de messages adressés directement aux puissants. Je vous invite vraiment à les lire, à aller faire des tours sur ces pages Wikipédia, y compris pour... Du coup, la divination par la technique du Val, c'était un peu un hommage à ça, quoi. Absolument. C'est-à-dire que je me suis dit, en fait, si tu veux réenchanter les cartes, il faut aussi parler de l'histoire des cartes. Et l'histoire des cartes, c'est la divination. C'est l'utilisation de l'aléatoire, donc de l'âme tirée de façon aléatoire, pour découvrir son futur, interroger les astres, interroger l'avenir. À la base, le jeu de cartes, ce n'est pas un jeu, c'est un outil magique. Et ça... Et je trouve que justement pour un jeu comme Magic, traité avec les cartes, c'est génial parce que voilà. Donc évidemment dans le Val, il devait y avoir la présence de cette divination. Ça devait être dedans quoi, parce que ça fait vraiment partie de l'univers des cartes. Bon, moi je sais pas pour vous, moi je suis un passionné de cartes. J'adore ça, les tarots, tout ça. Enfin, je regarde les dessins avec grand intérêt. J'essaie d'y trouver des symboles. Plus difficile de jouer avec des cartes routières, mais. IGN. Désolé. Bravo. La Merci, divination Cédric. IGN. Pas à droite ou gauche? Ah, un bonhomme Michelin. Non, moi je sais que je suis quelqu'un qui achète beaucoup de cartes de divination, pas parce que je suis quelqu'un qui tire beaucoup les cartes, parce que je trouve que c'est des objets magnifiques, quoi. Il y a le tarot d'Yumi, le tarot des arbres celtes, c'est vraiment des objets en eux-mêmes à regarder. Il y avait aussi Mathieu Gabory qui avait ça. Ah tiens, je vais pas me rappeler. Il a sorti un livre dans lequel il y avait un jeu de cartes qui permettait de faire ce genre de choses aussi. Ah oui, putain. Et vraiment des objets magnifiques. Moi, je trouve que les cartes, à chaque fois, à tenir, c'est beau. Et pour être beaucoup au contact avec des enfants et jouer beaucoup aux cartes avec eux, il y a toujours plein de choses qu'on peut ramener dans les cartes. On peut aussi en créer. Et c'est vraiment un objet que je trouve fabuleux. Même en termes de jeux, si on regarde un peu les jeux qui existent autour des cartes, c'est très souvent des jeux qui impliquent des enjeux réels. Par exemple, tu prends le poker. Dans le poker, tu as tout un tas d'enjeux réels. C'est vraiment tes thunes que tu mises. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est dans le jeu de cartes, il y a toujours ce petit côté. Enfin, regarde le nombre de films dans lesquels il y a des gens qui jouent au poker, dans lesquels les cartes symbolisent la différence entre la vie et la mort, en fait. Enfin, tu vois, le Live pas, or let die. c'est incroyable. Non, mais c'est Casino Royale. Bah, typiquement dans James Bond, voilà, la symbolique du jeu de cartes est présente très souvent. Après, attention, parce que c'est peut-être aussi notre société moderne qui veut ça. Hein. Tu vois, la belote, par exemple, qui n'avait pas à l'origine cette dimension-là. Maintenant, la belote en ligne, c'est tu mises tes thunes et machin, quoi. Enfin, c'est aussi notre société qui veut aussi introduire de plus en plus d'argent dans l'enjeu. Hein. Non, Oui, mais mais je pensais pas qu'il voulait parler que d'argent, en fait. Je pensais aussi que il voulait sous-entendre que les cartes pouvaient très souvent être vues comme une sorte de métaphore de la réalité. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, la première utilisation des cartes, si j'ai bien compris, c'est quand même la divination. C'est-à-dire que, tu vois, l'idée qu'on va apprendre des choses sur la réalité en jouant aux cartes. C'est pas, tu vois, c'est intéressant quand même. C'est un jeu. Ouais, mais bon, après c'est pas le seul outil dans ce cas-là, quoi. Je veux dire, je comprends la dimension magique qu'on peut donner aux cartes, ce qu'on peut en faire. On peut faire de la divination, on peut faire des jeux, ça peut être une métaphore de la réalité. Mais je ne pense pas que les cartes soient les seules dans ce cas-là. Ah non, il y en a plein d'autres, mais moi je trouve que c'est un bel outil. Ouais. C'est quelque chose de beau. Là, je me suis acheté un paquet de cartes avec des cartes immenses. Les gars sont fans, c'est rigolo quoi. Enfin... Ça pour faire des présentations du Val, je vais te l'emprunter en convention. Ouais, ça se monnaie. Ça se monnaie. Bon, d'accord, ok, d'accord. Parce que j'ai mis du temps à le trouver ce jeu de cartes. Voilà, c'est ça, on doit monnayer. Alors donc, je voulais aussi dire que parce que c'est une question qui est revenue quand même assez souvent sur mes intentions dans le Val. On m'a dit souvent, oui, il faudrait vendre des cartes avec, il faudrait, etc. Ça marchera jamais de vendre uniquement les règles. Ah oui. Et ça, je voudrais en parler parce que c'est vachement important. Bon, moi, je pense que
même si imaginez que vous, auditeurs, vous ayez un jour les règles du Val, n'empêche que voilà, ça pourra toujours au pire faire un beau cadeau pour quelqu'un que vous savez qui aime le jeu, etc., de lui donner les règles. Dans le livre, vous trouverez aussi des fiches de perso, vous trouverez pour le Val narratif, donc vous trouverez aussi quelque part un jeu de rôle, un jeu narratif, on va dire. L'histoire, il y a l'histoire aussi du jeu. Vous trouverez également un pense-bête pour se rappeler de différentes combinaisons. Et enfin, une manière de mesurer votre force céleste. Et vous pourrez, à l'aide de cette force céleste, aller l'inscrire sur le forum du jeu, aller inscrire, etc. Enfin, il y a plein de choses. Mesurer sa quéquette en ligne pour savoir qui c'est qui est le meilleur. Voilà. On mesure sa quéquette céleste. Voilà, c'est ça. Elle fait 55 parties. Voilà. Donc aussi Freddy, là, qui a bien se tenir. Et le truc, c'est que je n'ai pas voulu mettre de cartes parce que je voulais que les cartes avec lesquelles les gens jouent, ce soient les cartes qui sont chez eux. Et ça c'est vraiment une contrainte de base que je me suis fixée pour ce truc, c'est de pas vendre un objet différent avec. Alors j'aurais pu demander à Valérie de dessiner des belles cartes et tout, il l'aurait fait très bien. Franchement, c'est un super graphiste, il m'aurait fait ça aux petits oignons, etc. J'avais la possibilité de faire ça. Mais même il aurait pu réinventer les tarots de Marseille. Enfin, j'imagine ce qu'il aurait pu faire, ça aurait été un truc de dingue. Mais le point, c'était que je voulais que ce soit votre jeu de cartes chez vous, le vôtre qui soit utilisé. Le jeu de cartes traditionnel qui dort dans un placard en ce moment et pas le jeu de cartes fait spécialement pour le jeu. Parce que réenchanter un objet, c'est pas créer un nouvel objet enchanté. C'est utiliser un objet qui existe déjà chez vous et en faire autre chose. Et c'est ça que me plaisait dans mes souvenirs, quand tu as commencé ce projet, tu as dit j'en ai ras-le-bol de créer des jeux auxquels je peux pas jouer avec ma famille. Ah, ça, c'est vrai. J'aimerais bien un jour faire quelque chose que les gens qui ne sont pas rôlistes comprennent. Et pour le coup, ça a vachement bien marché puisqu'au final, ma famille a acheté ton bouquin pour pouvoir y jouer. Absolument. Et en fait, on peut jouer avec des gens qui ne sont pas rôlistes et leur J'ai joué avec ma grand-mère et ça pour tous les rôlistes qui nous écoutent, je suis sûr qu'il y a des tas de rôlistes qui n'ont jamais joué au jeu de rôle avec leurs parents. Alors aujourd'hui, bien sûr, il y a la nouvelle génération de rôlistes, on commence à avoir des enfants, etc. Peut-être qu'on a joué avec nos enfants. J'entendais Croc sur un podcast, alors je ne sais plus lequel, j'arrive jamais à me souvenir de ce podcast, du nom de ce podcast, qui est très bien au demeurant, mais qui a été interviewé et qui répondait que lui, il avait appris à jouer à ses enfants au jeu de rôle, mais que maintenant, il ne jouait plus avec eux parce que il y a un moment donné, bon, papa, tu nous saoules, on a envie de raconter nos propres histoires aussi, tu vois ce que je veux dire. Il y a un moment donné où faut tuer le père et aller faire son jeu tout seul. Et puis d'ailleurs, Croc disait avec énormément de modestie et de sympathie que, de toute façon, lui, c'était son intention. C'est-à-dire qu'il n'avait pas envie de faire du jeu de rôle avec ses enfants. Il avait envie d'apprendre le jeu de rôle à ses enfants et ensuite qu'ils aillent jouer ensemble. Et justement, c'est ça. Petit côté bouddhiste, faut abandonner le maître. Non. Un petit côté Oedipe, faut tuer le père. Faut tuer le père. Ouais, mais bon, en tout cas, je trouvais ça important effectivement pouvoir donner le Val aussi aux familles. Et puis je pense que jouer avec sa grand-mère, c'est un rêve, quoi. Mon frère jumeau qui est pas du tout jeu de rôle, etc. Il t'a joué avec lui mais pendant des heures à ce truc-là. Ça l'a amené à accepter de faire un Cthulhu avec nous. Enfin. Absolument. Le Val doux mène au Val dur et le Val dur mène au jeu de rôle. Et c'est ça c'est encore une fois, c'est comme ça, c'est une espèce de piège en fait. Ouais, faut pas voir non plus ça comme un piège, étant donné qu'encore une fois, il y a les deux facettes. Hein. Ouais, tout à Par fait. contre, quand tu joues à 100, t'es piégé. Mais, mais l'avantage du Val, c'est que vraiment, on peut y jouer avec beaucoup de gens. Enfin, c'est assez agréable. C'est tout à fait, c'est le gros point fort. Mais j'espère que, toi, justement, quand tu vas rentrer à Lille et que tu vas présenter ce jeu aux Lillois, Cédric, j'espère que ça amènera aussi des gens à faire du jeu de rôle, même s'il y a déjà pas mal de Lillois qui font du jeu de rôle, apparemment. Ouais, dans mon entourage, j'ai déjà 5 joueurs à ma table. Voilà, j'en veux pas plus pour l'instant. Puis encore une fois, comme je te disais, c'est un peu la queue pour intégrer la table, mais je peux pas faire mieux. Donc voilà, puis oui, je vais être obligé parce que si je veux avoir une grosse quéquette céleste, je suis obligé d'avoir plein d'apprentis, quoi. Oui, parce que les apprentis vous rapportent des points, évidemment, comme regarder le ciel étoilé, tirer les cartes ou parler d'astrologie. Oui, je sais, c'est assez bizarre, mais voilà, c'est comme ça qu'on gagne de la force céleste dans le Val. Voilà, donc voilà, il vaut mieux jouer avec vos apprentis et tirer les cartes que jouer avec les cartes et tirer vos apprentis. Ça, c'est... Je pense que c'est un parfait mot de la fin. Il vaut mieux tirer les cartes avec ses apprentis que de jouer aux cartes pour tirer ses apprentis. C'est ça. Il vaut mieux jouer aux cartes. Il vaut mieux tirer les cartes et jouer
avec ses apprentis Que l'inverse. que jouer avec les cartes et tirer les apprentis. Bon, de toute façon, ça vous donnera pas la même caquette sur le. De toute façon, oui. Bon voilà. Bon, c'est tout ce qu'on pouvait vous dire sur le Val. Voilà, un jeu Je crois réenchanté avec beaucoup Avec beaucoup de classe poésie. et, de la Oh, ça sent la poésie à planer là, à la fin de ce podcast. Merci, merci. On est toujours là pour t'aider, hein, tu sais. À bientôt Cédric, à bientôt Flavie. Bah, à bientôt. À bientôt. Jouez bien au Val. Je crois que j'ai crié. Oui, t'as crié, tu m'as défoncé les oreilles comme d'hab. Désolée.